Leila, une fillette vivant dans la rue, a bouleversé le public en apparaissant dans une célèbre émission de talent. Tout a commencé lorsqu'elle s'est approchée du producteur et lui a demandé « Si je chante bien, tu me donnes une assiette de nourriture ?» Une phrase qui allait tout changer. Le public a d'abord ri, les jurés ont douté et le producteur n'avait qu'une envie – l'humilier en direct à la télévision. Mais lorsqu'elle a commencé à chanter, le silence s'est abattu sur le plateau. Et ce qui s'est passé ensuite, personne n'aurait pu l'imaginer. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos récits voyagent. Le soleil d'été se levait sur Memphis lorsque Leila Brooks sortit de sous le porche où elle avait passé la nuit. Ses 9 ans pesaient sur elle comme 50, mais ses yeux marrons brillaient d'une intelligence que la rue n'avait pas réussi à éteindre. Elle portait une vieille guitare abîmée, à laquelle il manquait 2 cordes, rafistolées avec un morceau de ruban adhésif. Ce matin-là, une camionnette s'arrêta près d'elle. 2 hommes en costume en descendirent. Le plus grand, lunettes de soleil et sourire figé, s'approcha. « Hé, gamine, tu chantes ?» demanda Douglas Marley, le producteur de l'émission Born to Sing. Leila le fixa un moment sans répondre. Elle scrutait son regard. Il la voyait comme un objet curieux, pas comme une personne. « Je chante, oui, » répondit-elle d'une voix assurée. « Tu veux passer à la télé? C'est une émission de chant. Tu vas devenir célèbre, » dit-il, en échangeant un regard complice avec son assistant. Mais Leila savait reconnaître les mensonges. La rue lui avait appris à lire les gens comme on lit un livre. Dans les yeux de ces deux-là, elle ne voyait ni intérêt pour sa voix, ni envie de l'aider. Il voulait sa misère. Il voulait en faire un spectacle. Mais Leila avait ses propres plans. « D'accord, j'y vais », dit-elle simplement. Douglas laissa échapper un petit rire, satisfait comme un homme qui vient de conclure une bonne affaire. « Parfait. Monte dans la camionnette. On va faire de toi une star. » Pendant le trajet jusqu'au studio télé, Leila resta silencieuse. Les 2 hommes plaisantaient à ses dépens, sur ses vêtements sales, sur son odeur, sur la tête qu'elle ferait sur scène. Elle regardait par la fenêtre, une main discrètement posée sur la poche intérieure de sa vieille veste. Dans cette poche, une lettre soigneusement pliée, protégée par un sac plastique. Une lettre de sa grand-mère, Mildred Brooks. Mildred avait été l'une des plus grandes chanteuses de gospel de Memphis dans les années 60 et 70. Elle avait formé des dizaines d'élèves devenus célèbres. Mais lorsque la santé a décliné et que l'argent a manqué, elle et Leila ont été oubliées par le monde qui avait jadis adoré sa voix. Mildred était morte 3 mois plus tôt, laissant sa petite fille seule dans la rue. Mais aussi quelque chose de bien plus précieux que de l'argent, du savoir, de la dignité et un réseau de contacts qui la respectaient encore. Arrivée au studio, Leila fut conduite dans une salle d'attente remplie d'enfants. Tous étaient bien habillés, accompagnés de leurs parents, avec des instruments flambant neufs. Lorsqu'elle entra, les conversations cessèrent. Les regards passèrent de la curiosité au mépris en quelques secondes. « Maman, pourquoi la fille est toute sale ?» demanda un garçon blond, grand pour son âge, sans même baisser la voix. « Je ne sais pas, chérie. Ne la regarde pas », répondit sa mère en le détournant. Une assistante de production, cheveux tirés en arrière et regard dur, s'approcha de Leila. « Tu es la dernière participante ?» demanda-t-elle avec mépris. « Je suis Leila Brooks. »« Très bien, tu attends ici. Ne touche à rien et ne parle à personne. Compris ?» Leila hocha simplement la tête. Elle s'assit dans un coin, enlaça sa guitare et observa. Elle voyait les producteurs rire d'elle derrière son dos. Certains prenaient des photos discrètement avec leur téléphone. Elle entendait les remarques cruelles, mais ne disait rien. Elle calculait. Elle attendait son moment.
La loge sentait le parfum de luxe et la laque pour cheveux. Leila était assise sur un tabouret en plastique, dans un coin, tandis que d'autres enfants se faisaient maquiller et coiffer par des professionnels pressés. Personne ne s'approchait d'elle. Une maquilleuse passa près d'elle, vit son visage sale et s'éloigna aussitôt, murmurant qu'elle n'avait pas assez de produits. « Hé, toi là !» lança une fille en robe rose brillante, avec d'énormes rubans dans les cheveux. « Tu l'as trouvée où, ta guitare? Dans une benne à ordures ?» Les autres enfants éclatèrent de rire. Leila ne répondit pas. Elle ouvrit simplement l'étui de sa guitare et commença à accorder les cordes restantes avec une justesse qui aurait étonné n'importe quel musicien professionnel. « Elle sait même pas jouer, c'est sûr », ricana un garçon joufflu en nœud papillon. « Je parie qu'elle sait même pas lire une partition. » Leila esquissa un léger sourire, mais ne dit rien. En réalité, elle lisait des partitions depuis l'âge de 4 ans. Sa grand-mère avait commencé à lui apprendre dès qu'elle avait su tenir un crayon. Mildred croyait que la musique n'était pas seulement une question de talent, c'était aussi une discipline, une étude rigoureuse, un respect des traditions et le courage d'innover. Douglas entra dans la loge, une tablette à la main, vérifiant l'ordre de passage. « Bon, les enfants, on commence dans 20 minutes. Leila, tu passeras en dernier. Et ne t'inquiète pas, dit-il avec un sourire cruel. On va s'assurer que ce soit un moment inoubliable. » Une fois la porte refermée, Leila ferma les yeux et se laissa emporter par ses souvenirs. Elle revoyait sa dernière scène avec sa grand-mère dans une petite église de quartier. Mildred était déjà affaiblie. La maladie gagnait du terrain, mais sa voix, elle, était toujours aussi puissante. Ce jour-là, elle avait serré les mains de Leila et lui avait dit « Ma chérie, la musique a toujours été notre arme. Quand les Blancs ne voulaient pas nous écouter, on chantait. Quand ils interdisaient nos protestations, on chantait. Quand ils tentaient de nous rendre invisibles, notre voix résonnait dans les rues. Tu as ce pouvoir en toi. N'oublie jamais ça. »« Mamie, j'ai peur d'oublier ce que tu m'as appris, » avait répondu Leila, les larmes aux yeux. « Tu n'oublieras pas. Tout est là. » Mildred avait posé la main sur la poitrine de sa petite fille. « Et là, » dit-elle en effleurant sa gorge. « Et quand ce sera le moment, ta voix saura quoi faire. La musique te guidera. » Un assistant de production entra dans la loge, interrompant ses pensées. « La fille avec la guitare cassée, t'as de la visite. » Leila se leva et suivit le couloir. On l'emmena dans un petit bureau où un homme noir d'une 60aine d'années, cheveux grisonnants et lunettes de lecture, était assis derrière un bureau. Il s'appelait Bill Morrison, directeur exécutif de la chaîne. Quand Leila entra, Bill retira ses lunettes et la fixa longuement. Ses yeux s'embrouillèrent de larmes. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Tu es son portrait craché. On dirait Mildred, jeune. » « Vous connaissiez ma grand-mère » demanda Leila. « La connaître » Bill sourit avec mélancolie. « Ta grand-mère m'a appris à aimer la musique. J'étais un gamin pauvre du Mississippi quand je suis arrivé à Memphis. Je n'avais rien. Je ne connaissais personne. Mildred m'a donné des cours gratuits pendant 3 ans. Grâce à elle, j'ai décroché une bourse, fait des études et bâti une carrière. Je lui dois tout. » Leila sortit une lettre de sa poche et la tendit à Bill. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes et se mit à lire. C'était une lettre que Mildred avait écrite quelques mois avant sa mort. Elle y expliquait sa situation, demandait à Bill de veiller sur Leila après sa disparition. Mais la lettre n'avait jamais été postée. Mildred était morte avant d'avoir trouvé un timbre. « Pourquoi tu ne m'as pas contacté plus tôt ?» demanda Bill, la voix serrée. « Parce que je devais d'abord le faire seul. Je veux que tout le monde voie ce qu'on fait aux gens comme moi. Ce qu'on a fait à ma grand-mère. Je veux que ce soit filmé, que ce soit conservé, que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas. » Bill comprit tout de suite. Il savait ce que Douglas avait en tête. « Leila, je peux stopper tout ça. Te sortir d'ici. »
licencier Douglas. Annuler ce cirque. Non, dit Leila, avec calme mais détermination. Je veux monter sur cette scène. Je veux qu'ils fassent exactement ce qu'ils avaient prévu. Je te demande juste une chose. N'interviens pas avant la fin de ma chanson. Laisse les caméras tourner. Laisse le pays voir la vérité. Bill regarda cette fillette de 9 ans avec une admiration sincère. Il retrouvait en elle la même force farouche qu'il avait connue chez Mildred. « Tu es vraiment sa digne héritière. Très bien. On fera comme tu veux. Mais je serai là, en coulisses. Et dès que tu auras fini, je monterai sur scène. » Leila sourit pour la première fois depuis des mois. Elle serra la main de Bill et retourna à la loge. Le moment approchait. Elle s'assit de nouveau sur le tabouret, ferma les yeux et entama doucement les exercices vocaux que Mildred lui avait appris. Les autres enfants la regardaient avec moquerie, imitant ses sons. Mais Leila n'y prêtait aucune attention. Elle entrait dans sa zone, cet espace mental où seule la musique existait. Enfin, l'assistant l'appela. « Leila Brooks, c'est à toi dans 3 minutes. » Elle se leva, attrapa sa guitare abîmée et marcha jusqu'au bord de la scène. Elle entendait Douglas plaisanter avec le public, préparer le terrain pour l'humilier. Elle entendait les rires, les commentaires cruels. Mais au lieu d'avoir peur, elle se sentait calme. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Le rideau s'ouvrit. Les projecteurs l'éblouirent un instant. Puis, Leila Brooks entra en scène, sa guitare cassée à la main, et la dignité intacte de celle qui connaît sa propre valeur. Les lumières de la scène étaient bien plus éblouissantes que Leila ne l'avait imaginé. Le public formait une mer de visages indistincts, certains curieux, beaucoup déjà en train de rire, avant même qu'elle ait ouvert la bouche. Douglas se tenait au centre de la scène, arborant un large sourire aussi faux que son ton. « Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons une candidate très spéciale, » annonça-t-il d'une voix exagérément théâtrale. « Une jeune fille venue des rues de Memphis pour nous montrer son talent. Leila Brooks. » Les applaudissements furent timides, étouffés par des murmures. Leila marcha lentement jusqu'au centre de la scène, son vieux violon en main. Les caméras zoomèrent sur elle, captant chaque détail de ses vêtements usés, de son visage sale, de son regard déterminé. Douglas approcha le micro de sa bouche, tout en se penchant vers elle avec un sourire condescendant. « Alors Leila, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui ?» Leila fixa d'abord la caméra principale, puis tourna la tête vers Douglas. Sa voix s'éleva, claire, posée, sans peur. « Si je chante bien, tu me donnes une assiette de nourriture ?» Un silence glacial s'abattit sur le plateau. La question était si directe, si brute, si honnête, qu'elle transperça d'un coup toute l'hypocrisie du spectacle. Le sourire de Douglas vacilla une fraction de seconde, mais il tenta aussitôt de détourner la gêne en plaisanterie. « Eh bien, c'est très direct, tout ça. Bien sûr, voyons d'abord ce que tu sais faire, d'accord ?» Leila ne répondit pas. Elle s'assit sur un tabouret qu'on avait apporté, installa son violon sur ses genoux et commença à accorder les cordes restantes. Le silence était pesant. Le public ne savait plus comment réagir. En coulisses, Douglas donnait des ordres via l'oreillette. « Coupez son micro à mi-chanson. Je veux que ce soit bien gênant, » chuchota-t-il au réalisateur. Mais Bill Morrison se trouvait dans la régie, observant chaque seconde. En entendant ça, il sortit aussitôt son téléphone et envoya un message à toute l'équipe technique. « Ne touchez à rien, laissez-la chanter, ordre direct de ma part. » Leila ferma les yeux, inspira profondément et commença à jouer. Même avec seulement 4 cordes, le violon sonnait étonnamment juste. Ses doigts glissaient sur le manche avec une précision impressionnante, dessinant une mélodie simple mais profondément émotive. Et puis, elle se mit à chanter « Amazing Grace ». Dès la première note,
Un frisson parcourut la salle. Ce n'était pas la voix d'une enfant de 9 ans. C'était une voix façonnée par la douleur, affinée par les épreuves, mais encore pure, cristalline. Chaque mot portait le poids de l'histoire, de la lutte, de la résilience. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Les conversations cessèrent net. Les téléphones furent rangés. Ceux qui riaient auparavant avaient désormais les larmes aux yeux. La voix de Leila emplissait le studio comme une vague d'émotions brutes, touchant chaque âme présente. Douglas fit de nouveaux signes pour couper le son. Rien ne se produisit. Leila chantait toujours, sa voix gagnant en puissance, en liberté, en intensité. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Un technicien tenta de saboter le micro manuellement, mais Bill avait déjà sécurisé les commandes. Leila poursuivit, désormais sans amplification. Mais sa voix nue, naturelle, était si puissante qu'elle atteignait chaque recoin du plateau. À la dernière strophe, Leila ouvrit les yeux et fixa Douglas. Sa voix monta d'une octave, portant une note longue, presque irréelle, qui fit se lever les jurés. Le public éclata en applaudissements avant même la fin de la chanson. Elle joua la dernière note, puis se tut. Les applaudissements furent assourdissants. Des gens pleuraient ouvertement. Même les autres participants, qui s'étaient moqués d'elle, étaient debout en train d'applaudir. C'est alors que Bill Morrison monta sur scène. Douglas tenta de l'arrêter. En vain. « Mesdames et messieurs, » dit Bill en saisissant le micro principal, « vous venez d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a une chose que vous devez savoir à propos de cette jeune fille. » Il posa une main sur l'épaule de Leila. « Voici Leila Brooks, petite fille de Mildred Brooks, l'une des plus grandes voix du gospel qu'ait connue Memphis. Mildred a formé des dizaines d'artistes que vous admirez aujourd'hui. Et cet enfant, que mon producteur Douglas Marley a amené ici pour l'humilier, pour en faire un objet de moquerie, possède le même talent, la même dignité. » Le public resta bouche bée. Les caméras se braquèrent sur Douglas, livide. « Douglas Marley est officiellement renvoyé à partir de maintenant, » déclara Bill. « Et cette émission va changer. Fini l'exploitation de la misère humaine pour divertir. À partir d'aujourd'hui, nous célébrerons le vrai talent, peu importe d'où il vient. » Nouveau tonnerre d'applaudissements. Douglas tenta de quitter la scène discrètement, mais des agents de sécurité l'en empêchèrent. Le public le huait, lui lançait des objets, criait des insultes. Leila, elle, restait immobile au centre de la scène, son violon entre les mains. Bill s'agenouilla à ses côtés. « Ta grand-mère serait fière de toi aujourd'hui, » dit-il, les larmes aux yeux. « Je le sais, » répondit Leila simplement. « Je l'ai senti près de moi. » Ce soir-là, la vidéo de Leila chantant Amazing Grace fit le tour du monde. Des millions de vues, de commentaires bouleversés, de partages. Sa question initiale. « Si je chante bien, tu me donnes une assiette de nourriture ?» devint un symbole de l'injustice sociale. Et sa voix, cette voix impossible, toucha des millions de cœurs à travers le monde. 3 semaines après la diffusion de l'émission, la vie de Leila Brooks avait changé du tout au tout. Bill Morrison entama les démarches légales pour l'adopter, et elle s'installa dans sa grande maison en banlieue de Memphis. Elle avait désormais sa propre chambre, avec un vrai lit, une armoire remplie de vêtements propres et une étagère couverte de livres de musique. Mais le changement le plus important se produisait à une toute autre échelle. La chaîne annula complètement l'ancien format de Born to Sing et lança une nouvelle émission, le programme Mildred Brooks, un concours d'un genre différent, dédié à la découverte de vrais talents issus de communautés précaires. Il ne s'agissait plus seulement de donner de la visibilité, mais d'offrir des bourses d'études, des instruments, des cours avec des professeurs réputés et un accompagnement sur le long terme. Leila ne participa pas à cette nouvelle émission. Elle n'en avait pas besoin. Sa vidéo avait ouvert des portes qu'elle ne soupçonnait même pas.
Producteurs, agents artistiques, directeurs d'académies de musique, tous voulaient travailler avec elle. Bill veilla à ce qu'elle reçoive la meilleure formation musicale possible. Layla obtint une bourse complète à l'Académie des arts de la scène de Memphis, où elle étudiait la théorie musicale, le piano, la guitare, la composition et le chant lyrique. Elle se levait tous les matins à 6 heures pour s'exercer, étudiait l'histoire de la musique, apprenait les grands noms du gospel, du jazz, du blues. Mais jamais elle n'oublia d'où elle venait. Chaque samedi, elle retournait dans les rues de Memphis avec Bill et une équipe de bénévoles. Ils apportaient de la nourriture, des vêtements, mais surtout, ils parlaient avec les enfants vivant dans les mêmes conditions qu'elle avait connues. Ils détectaient des talents, proposaient des opportunités, changeaient des vies, une par une. Le mouvement prit de l'ampleur. D'autres villes créèrent leur propre programme inspiré du Mildred Brooks Programme. En un an, plus de 200 enfants avaient bénéficié de bourses et de soutien pour développer leur talent artistique. Quand Layla eut 11 ans, elle reçut une invitation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Chanter au Carnegie Hall, à New York, l'une des salles les plus prestigieuses au monde. Le concert rendait hommage aux grandes voix noires de l'histoire américaine. Ce soir-là, Layla se trouvait en coulisses, vêtue d'une robe simple mais élégante. Bill était à ses côtés, ajustant son nœud de cravate. « Tu es nerveuse ?» demanda-t-il. « Un peu, mais mamie disait toujours que le trac, c'est juste de l'énergie qui cherche à sortir. Je vais la transformer en musique. » Lorsque son nom fut annoncé, Layla monta sur scène. Le public n'était pas celui d'un show télévisé. C'étaient des musiciens professionnels, des critiques, des passionnés de musique classique. Mais la réaction fut la même. Dès qu'elle commença à chanter, le silence fut total, suspendu à sa voix. Elle interpréta 3 morceaux ce soir-là. Amazing Grace, une composition gospel inédite de sa grand-mère, et une chanson originale qu'elle avait écrite elle-même, intitulée Invisible, inspirée de son vécu dans la rue. À la fin, elle reçut une standing ovation de près de 10 minutes. Les critiques écrivirent qu'on n'avait pas entendu une voix pareille depuis des décennies. On la compara à Mahalia Jackson, Aretha Franklin, Whitney Houston. À 13 ans, Layla sortit son premier album, un mélange de gospel traditionnel, de compositions originales et de réinterprétations modernes de classiques. L'album se vendit à des millions d'exemplaires et fut nommé aux Grammy Awards dans 3 catégories: meilleur album gospel, révélation de l'année et meilleure performance vocale féminine. Le soir de la cérémonie, quand son nom fut annoncé comme révélation de l'année, elle monta sur scène sous une salve d'applaudissements. Tenant la célèbre statuette dorée, elle s'approcha du micro. Sa voix était stable, mais chargée d'émotion. « Je voudrais dédier ce prix à ma grand-mère, Mildred Brooks, qui m'a appris que la musique, ce n'est pas une affaire de célébrité ou d'argent. C'est une affaire de vérité, de résistance, de donner une voix à celles et ceux que personne n'écoute. Je le dédie aussi à tous les enfants encore dans la rue, encore invisibles, à ceux qui n'ont pas encore eu la chance que j'ai eue. Cette statuette est pour vous. » La salle explosa en applaudissements. Mais pour Layla, ce n'était que le début. Aujourd'hui, à 17 ans, Layla Brooks dirige la fondation Mildred Brooks, qui a déjà aidé plus de 1000 enfants à développer leurs talents musicaux. Ils ont construit des centres d'art dans 15 villes, offert plus de 5000 bourses d'études, et transformé la manière dont l'industrie du divertissement traite les jeunes talents issus de milieux défavorisés. Douglas Marley, le producteur qui avait voulu l'humilier, ne travailla plus jamais pour la télévision. Aujourd'hui, il est bénévole dans l'un des centres de la Fondation, où il enseigne la production audiovisuelle à des jeunes, tout en s'excusant publiquement pour ses erreurs passées. Layla continue de se rendre dans les rues de Memphis tous les samedis. Elle parle encore avec les enfants vivant ce qu'elle a vécu, et elle répète toujours les mots de sa grand-mère. Le talent ne choisit ni son berceau, ni la couleur de peau, ni le compte bancaire.
Le talent est partout, il attend juste qu'on lui donne une chance. Et quand cette chance arrive, rien au monde ne peut empêcher la vraie musique de se faire entendre. Sa voix résonne encore dans les rues de Memphis. Mais aujourd'hui, elle est accompagnée de centaines d'autres voix, toutes unies pour chanter le même message: dignité, justice et la certitude que chaque vie a une valeur infinie. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dites-nous en commentaire, que feriez-vous si vous aviez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un simplement par un geste ?